Maintenant, la troisième étape, c'est étudier ce qu'on appelle la significativité. Et je fais un petit détour sur la notion de probabilité pour que ce soit clair pour chacun d'entre nous. La probabilité définit en fait les chances de survenue d'un événement, tout simplement. Et sachant que la probabilité oscille entre 0 et 1, comme vous pouvez voir sur mon graphique ici, là. Sachant qu'une probabilité de 0 veut dire c'est un événement impossible, ça ne peut pas survenir. Et une probabilité de 1 veut dire c'est un événement certain, ça va assurément arriver. La première chose, c'est que la probabilité ne nous dit pas si la chose est vraie ou pas. Ça, c'est vraiment important à capter. La probabilité ne nous dit pas est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça. La probabilité nous dit quelles sont les chances que ce soit ça et les chances que ce ne soit pas ça. Si je vous dis par exemple, quelqu'un qui fait des cours de préparation dans telle école a 90% de chances de réussir. Cette information que je vous donne ne vous dit pas si la personne va passer ou pas. Mais vous savez juste que si quelqu'un va se former là-bas, il est très probable que la personne réussisse. Ou en d'autres termes, vous savez que sur 10 étudiants qui vont là-bas, il y a environ 9 qui vont réussir. Mais il y a quand même un qui va échouer. Bien qu'on ait dit que la probabilité est élevée que la personne réussisse en allant dans cette école de préparation-là. C'est ça l'idée qu'il y a derrière la notion de probabilité. Et donc, quand on va parler de la probabilité, sachez que ça ne nous dit pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ça nous dit simplement quelles sont les chances que ce soit le cas, les chances que ce ne soit pas le cas. Si je vous dis par exemple, j'ai 2 étudiants qui se sont préparés dans 2 écoles, l'école A et l'école B. Ensuite, je vous dis, l'école A, lorsqu'on fréquente là-bas, les chances de réussir sont de 95%. L'école B, lorsqu'on fréquente là-bas, les chances de réussir sont de 10%. Et je vous dis maintenant à la fin, qu'est-ce que vous pensez du résultat de l'étudiant qui était à l'école A et l'école B? Vous allez très probablement me dire, je pense que l'étudiant de l'école A réussi. Et je pense que l'étudiant de l'école B n'a pas réussi. En fait, cette idée de probabilité vous fait comprendre qu'il y a de fortes chances que celui-ci ait réussi. Il y a de fortes chances que celui-ci ait échoué. Même ça ne vous dit pas si à la fin ils ont réussi ou pas. Mais rien que sur la base de ça, si je vous demande maintenant, vous voulez envoyer votre enfant dans quelle école? Vous allez certainement me dire l'école où on réussit à 90% ou 95%. Même quand je ne suis pas sûr qu'il va réussir, quand même, la notion de probabilité me pousse à prendre une décision pour dire je préfère aller dans telle école, même comme je n'ai pas l'assurance, mais au moins la probabilité me renseigne et m'amène à prendre un risque, à prendre une décision, à faire un pas dans une direction plutôt que dans l'autre. Et c'est ça la notion de probabilité. En quoi est-ce que ça nous concerne ici, pour qu'on comprenne bien? En fait, la différence qu'on observe entre 2 groupes, en général, peut être le fait du hasard. J'ai même envie de dire, l'association dont on a parlé depuis en termes de comparaison là, peut être une association qui est exactement liée au hasard. C'est-à-dire que la variable indépendante n'a rien fait dans cette histoire. Un exemple que je prends, en tout cas 2 exemples qu'on a ici. Premier exemple, je veux voir s'il y a une association entre la couleur du lit sur lequel le patient est couché et son devenir. Supposons que je vais dans un hôpital, je me dis, ok, il y a des lits rouges et il y a des lits bleus. Je dis, bon, je veux voir les lits qui ont la couleur rouge. Est-ce que ça influence le devenir du patient par rapport aux lits qui ont la couleur bleue? Et comme on a vu tout à l'heure, je vais comparer le taux de décès entre les patients qui sont sur un lit rouge et le taux de décès des patients qui sont sur un lit bleu. Bon, je tiens à vous rassurer. On est d'accord que la couleur du lit n'influence pas le devenir, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu superstitieux là. Pourquoi le lit c'est rouge? Le rouge, ça veut dire quoi? Non, rien à voir. Mais on va peut-être se rendre compte dans cette étude-ci que parmi les patients qui sont sur le lit rouge, j'ai 35% qui sont décédés. Et les patients qui sont sur le lit bleu, j'ai 33% qui sont décédés. Mais vous allez convenir avec moi que le lit ne vient pas déterminer si le médicament va agir sur les cellules ou pas. Le lit ne vient pas déterminer si le patient va boire ses remèdes ou pas. Le lit ne vient pas déterminer si la pathologie est grave ou pas. Le lit ne vient pas influencer la physiopathologie et l'évolution de la maladie. Donc, pour ce cas de figure, vous et moi, on peut être d'accord sur le fait que cette différence-ci qu'on a observée là, c'est le fait du hasard. Le lit n'a rien fait. C'est seulement par hasard qu'on a pu tomber sur plus de décès dans tel groupe que dans tel autre groupe. Et la preuve en général, c'est que si on recommence la même étude
il est possible qu'on tombe maintenant plutôt sur un résultat qui nous dit que les lits bleus ont plus de décès que les lits rouges. Ou alors qu'on tombe sur un résultat qui nous dit qu'il n'y a pas de différence. On a autant de décès entre les lits bleus que les lits rouges. Et ça veut clairement dire que la différence qu'on a observée la première fois, c'était juste par hasard qu'on a eu cela. Et quand je dis par hasard, ça veut dire quoi? Il y a des événements où il y a des différences qu'on observe qui en réalité n'ont rien à voir ou n'ont aucune explication logique qui peut se passer derrière. Par exemple, si vous prenez deux familles, ou même vous prenez dans la même famille, si vous répartissez les membres d'une famille par tirage au sort, c'est-à-dire que vous dites, je vais mettre l'une, je mets les numéros 1 et 2 dans une. Chacun va venir tirer un numéro. Et à la fin, je vais mettre d'un côté le groupe 1, de l'autre côté le groupe 2. Vous faites cette expérience-là. Et vous décidez de comparer l'âge entre le groupe 1 et le groupe 2. Rappelez-vous, quand je dis comparer l'âge, variable quantitative, ça veut dire comparer la tendance centrale. Je suis certain que la moyenne d'âge ne sera pas la même entre les deux groupes. Le groupe 1 risque d'avoir un âge plus élevé par rapport au groupe 2, ou inversement. Et on est d'accord que c'est une différence qui est liée au hasard. Donc, je peux aussi avoir plus de décès dans un groupe par rapport à l'autre, alors que la variable n'y est pour rien. C'est juste par hasard que c'est arrivé comme ça. De l'autre côté, je peux aussi avoir une différence qui peut s'expliquer. Par exemple, ici, quand je prends le devenir avec le sexe masculin et féminin, en fonction de la pathologie qu'on étudie, je peux me rendre compte ici que chez les hommes, j'ai 60% de décès et chez les femmes, j'ai 20% de décès. Et je vois qu'il y a bien une différence entre les hommes et les femmes ici. Et pour ce cas de figure, je peux quand même supposer que ce n'est probablement pas le fait du hasard. Peut-être que dans la physiopathologie, les hommes ont certaines hormones, les hommes ont certaines habitudes, les hommes ont certaines attitudes, certaines activités qu'ils mènent qui ont tendance à augmenter le risque de décès chez eux. Et que réellement, quand on est un homme, le risque de décès est plus élevé que quand c'est une femme. Et là, je pense que je peux dire que ma différence n'est probablement pas liée au hasard parce que j'ai quand même une explication derrière qui peut être vraie ou qui peut ne pas être vraie. Et vous comprenez qu'en fait, lorsque je fais ma comparaison dans l'étude d'association, une question qui va surgir rapidement, c'est est-ce que la différence que tu vois là est liée au hasard ou est-ce que c'est lié à la variable que tu étudies elle-même? Et c'est ça qui va nous amener donc au prochain point, à ce qu'on appelle la valeur P, ou encore en anglais la p-value, qui se définit simplement comme la probabilité, là on revient au mot probabilité, que la différence observée soit liée au hasard. On revient au niveau du mot hasard. C'est-à-dire, ce sont les chances que le fait qu'on ait plus d'événements dans un groupe soit simplement le fait du hasard ou soit lié à la variable elle-même. Dans mon exemple de tout à l'heure que j'ai pris avec lit rouge et sexe, bon, c'est moi qui dis que le sexe, c'est pas le hasard, le lit rouge, c'est le hasard. Quelqu'un d'autre me dira non. Sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, la couleur rouge représente le sang de Jésus qui a coulé. Donc, si quelqu'un se couche sur un lit qui est rouge et qui méprise le sang de Jésus, ça veut dire qu'il risque vraiment de mourir à cause de ça. Ça, c'est son explication à lui. Il peut me dire que non, ce n'est pas le hasard, c'est vraiment lié à la couleur du lit. Bon, plutôt que de commencer le débat, ce que nous, on va faire, c'est calculer la probabilité que la différence qu'on a vue là soit le fait du hasard. Quelles sont les chances que ce soit le fait du hasard en termes de probabilité tel que je l'ai expliqué au début. Et c'est ça qu'on appelle la valeur P. En fait, le P de valeur P veut dire probability. C'est comme valeur de probabilité. C'est ça qu'on appelle la valeur P. Et dans l'interprétation, donc, on sait que quand la valeur P est à moins de 0,05, on va dire, vraiment, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'on suppose que c'est comme si on était du côté de 0. Rappelez-vous le schéma de la probabilité que j'ai montré tout à l'heure. On suppose que c'est quasiment un événement impossible. Ce n'est pas possible que ce soit ça. Ça étant mis pour la différence est liée au hasard. Donc, quand j'ai une valeur P à moins de 0,05, je vais dire il est très peu probable que la différence observée soit le fait du hasard. Et donc, je vais considérer que c'est ma variable elle-même qui est à l'origine de cette différence. C'est pourquoi dans ce cas, on va parler d'une association significative. Association significative voulant simplement dire j'ai la conviction que ce n'est pas le hasard. Ou encore, il est très peu probable que ce soit le fait du hasard. Ou encore, s'il faut choisir entre un camp et l'autre, je choisis le camp qui dit que ce n'est pas lié au hasard parce que la valeur P est très faible, parce que la probabilité que ce soit lié au hasard est très faible.
De l'autre côté, quand la valeur P est supérieure ou égale à 0,05, on va dire qu'il est très probable que ce soit le fait du hasard. Donc, en d'autres termes, je pense que vraiment l'affaire, ce n'est pas ma variable qui a causé ça. Il y a de fortes chances que ce soit le hasard. Et donc, je vais dire que c'est une association qui est non significative quand la valeur P est supérieure à 0,05. Je vous fais remarquer qu'ici, je n'ai pas dit ça veut dire qu'il n'y a pas d'association. Mais ça veut dire qu'il y a une association, mais elle est non significative. Parce que la notion d'association vient de la comparaison et la valeur P vient nous dire si c'est significatif ou pas. C'est pourquoi je peux avoir des associations significatives, des associations qui sont non significatives. Deuxième chose, je vous fais remarquer que ici, ce n'est qu'une affaire de probabilité. Personne n'est sûr. C'est vraiment comme l'histoire de l'école où je vous disais, les chances de réussir, c'est 90% ou c'est 5%. Vous voyez? Donc, quand je dis la valeur P est à 0,8, je suis en train de dire qu'il y a de fortes chances que ce soit le fait du hasard, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, je ne saurais même jamais si c'est le hasard ou pas. C'est comme quand je dis, dans telle école, le taux de réussite est élevé. Ça ne veut pas que ton enfant va réussir là-bas. On sait seulement qu'il y a de fortes chances que. Donc, quand je dis valeur P supérieure à 0,05, tout ce que ça me dit, c'est que c'est très probable que ce soit le fait du hasard. Et donc, si c'est le fait du hasard, ça veut dire que ma variable indépendante n'a pas été à l'origine de ces différences qu'on a eu à observer. Et ça, c'est pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas être comme sur cette image que vous voyez là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être à genoux en train de prier que Seigneur, fais que ma valeur P soit à moins de 0,05. Parce que ce n'est qu'une question de probabilité. En fait, je suis en train de vous dire que il y a des cas de figure où on a une valeur P inférieure à 0,05, mais c'est lié au hasard. Parce que ce n'est qu'une question de probabilité. Il y a des cas de figure où on a une valeur P supérieure à 0,05, mais ce n'est pas le fait du hasard. Parce que ce n'est qu'une question de probabilité qu'on a calculée. Nous-mêmes, on ne connaît pas qu'est-ce qui est la vérité, si c'est le fait du hasard ou pas. Mais seulement, on va décider sur base de cette probabilité-là. Et troisième point que je dis concernant la valeur P, 0,05, tenez-vous tranquille, c'est une limite qui a été choisie de manière aléatoire. C'est un gars qui un matin a dit que je pense que on peut se limiter à 0,05 hein, et tout le monde a pris ça et puis c'était bon. Donc il n'y a aucune, j'ai envie de dire quoi, il n'y a rien de particulier avec 0,05. Il n'y a pas quelque chose dans la nature qui fait qu'en 0,05 c'est quelque chose. Ça a été défini de manière arbitraire comme ça. Que entendons-nous pour dire que quand c'est moins de 0,05, on dit que c'est significatif. Si les gars, ce jour-là, avaient plutôt pris 0,04, c'est qu'aujourd'hui, c'est 0,04 qu'on poursuit. Et ça, c'est pour vous encourager à ne pas être des chasseurs de valeur P, à ne pas avoir l'impression que vous avez échoué quand il n'y a aucune valeur P qui est significative. Non, ce n'est pas vrai. En réalité, 0,06 et 0,04 vont être classés comme étant significatifs et non significatifs. Alors qu'en réalité, c'est 2% de différence en termes de probabilité. C'est comme si on vous disait qu'il y a une école dans laquelle le taux d'échec est de 6% et une école dans laquelle le taux d'échec est de 4%. Vous dites, on va fermer l'école de 6%, on laisse l'école de 4% ouverte. Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est que le taux d'échec. Ou si on vous dit, la probabilité d'échouer dans cette école, c'est 6%. La probabilité d'échouer dans cette école, c'est 4%. Et vous dites 6% c'est trop, on ferme l'école. Ce n'est pas possible parce que 6% et 4%, ce n'est qu'une frontière, c'est à peine 2% de différence. Et c'est en fait ça ce qui se passe quand quelqu'un se base sur la valeur P pour dire, comme c'est plus de 0,05, alors ce n'est pas significatif, on annule ça, on rejette ça, on ne tient plus compte. Ce n'est pas vrai. Donc le seuil a été juste choisi pour quand même avoir quelque chose à dire. Mais c'est pour vous dire que même quand vous avez une valeur P de 0,08, pour moi, c'est un résultat qui est intéressant. Parce que ça veut dire que la probabilité que ce soit le fait du hasard, c'est 8%. Ce qui, à mon avis, est assez faible. Et quand vous avez une valeur P de 0,04, on est à peu près dans le même sillage. Et c'est ça qui a amené donc à créer l'expression proche de la significativité. Donc, on peut dire j'ai une association qui est proche de la significativité quand je veux référer en fait au fait que cette ma valeur P n'est pas à moins de 0,05, mais on n'est pas très loin de là. Souvent, le seuil va être de 0,1
ou de 0,2 parfois pour dire une association qui est proche de la significativité. Et donc, quand je fais mon plan d'analyse statistique dans mes tableaux, je dois prévoir une colonne où je veux mettre la valeur P parce que c'est elle qui me permettra de dire si mon association est significative ou pas. Très bien. Troisième chose maintenant, voilà un exemple ici, voilà, juste pour montrer comme ceci, où on a devenu du patient, âge, type d'AVC, comme on a mis là, et on a une valeur P qui vient donc nous renseigner si la différence qu'on a observée ici est significative ou est non significative. Et donc, dans mon plan d'analyse, je vais prévoir une colonne pour la valeur P afin d'avoir cet élément-ci. La quatrième étape et la dernière dans l'étude d'association, c'est d'évaluer la force de l'association. Et c'est un peu comme cette image que vous voyez là, peut-être pour ceux qui vont reconnaître, ce sont des instruments qu'on utilise en aviation pour savoir quelle est la force du vent. Et vous voyez par exemple que c'est deux mêmes instruments que j'ai, mais le deuxième que j'ai ici, ça me montre que le vent est beaucoup plus violent au point de maintenir quasiment horizontal cet instrument, alors que le deuxième, le vent est moins violent et arrive juste à soulever. Donc la force de l'association, c'est un peu dans ce sens-là, c'est de dire, est-ce que ma variable arrive à influencer fortement le outcome ou est-ce que ça arrive à influencer juste un peu le outcome, donc la survenue de mon événement? Et là, on va surtout utiliser deux indicateurs qu'on appelle les indicateurs de mesure de la force de l'association, notamment le risque relatif et le odds ratio, qui nous disent simplement par combien sont multipliées les chances ou le risque de survenue de l'événement. Si je vous dis par exemple, le fait de fumer multiplie par 12 les chances d'avoir un cancer du poumon et le fait de boire de l'alcool multiplie par 3 les chances d'avoir un cancer du poumon, vous conviendrez avec moi que 12 est plus grand que 3. Donc, j'ai envie de dire, s'il fallait choisir entre fumer et boire l'alcool, mieux on boit l'alcool. Parce que l'alcool va influencer le cancer du poumon, mais moins quand même, comparé au tabac qui multiplie par 12 les chances de survenue de ce cancer du poumon-là. Et c'est ça qu'on appelle la mesure de la force de l'association avec le odds ratio ou le risque relatif. Et là, on a différents indicateurs qui vont être utilisés pour mesurer la force de l'association selon les cas de figure qu'on a. Premier indicateur, c'est le odds ratio, qu'on abrège encore OR, qui s'emploie lorsqu'on est en train de faire l'étude d'association avec un outcome qui est qualitatif et binaire. Binaire, ça veut dire qu'on a juste deux modalités de réponse. Décédé, vivant, malade, non malade, guéri, non guéri, complications, pas de complications, etc. Et c'est pourquoi je disais au début, quand on fait une étude d'association, il est préférable que votre outcome soit en mode variable qualitative binaire. Parce que si ce n'est pas binaire, vous ne pourriez pas mesurer la force de l'association. Votre étude d'association va se limiter à l'étape 3 qui est d'évaluer la significativité. Et donc, vous allez manquer quelque chose dans vos résultats et dans la réponse à votre question de recherche. Et c'est pourquoi il vaut mieux avoir un outcome qui est qualitatif binaire parce que vous avez la possibilité de mesurer la force de l'association. Et ça va être avec le odds ratio si vous êtes en train de faire, par exemple, une étude transversale ou encore une étude qui est cas témoin. Également, on peut utiliser ce qu'on appelle en anglais le risk ratio ou en français le risque relatif qui, toujours, c'est pour la force d'association entre quand le outcome est qualitatif binaire, mais cette fois, quand on a affaire à une étude de cohorte. Et là, je vous refais à notre formation qu'on donne sur les différents types d'études pour savoir c'est quoi étude de cohorte, c'est quoi étude cas témoin, c'est quoi étude transversale, ainsi de suite, avec notre schéma qu'on a fait pour résumer tous les types d'études, l'algorithme de choix des types d'études. Je crois qu'il y a même ça sur YouTube, sur notre page YouTube, avec quand on a telle chose, c'est quoi? Observationnel, expérimental. Quand c'est ceci, c'est vraiment un algorithme comme l'algorithme décisionnel qu'on a souvent dans la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant là, pour choisir le type d'étude qui convient. Et donc, si j'ai une étude de cohorte, je sais que la force d'association va se mesurer avec le risque relatif. Troisième indicateur, ce qu'on appelle le hazard ratio, qui est en fait utilisé quand on fait l'association avec un outcome qui est de type suivi, donc de type décédé vivant avec un temps de suivi. Donc, si vous faites une étude où le but c'est de savoir la suivi, ou encore les variables qui sont dites de type suivi, je préfère mettre ça comme ça, votre indicateur de force d'association va être le hazard ratio, qui a une certaine façon de calculer, mais qui s'interprète à peu près de la même façon. Pour tous ces indicateurs-ci, plus c'est élevé, plus l'association est forte.
et plus c'est bas, plus l'association est faible, du moins quand on est supérieur à 1. Dans l'interprétation, c'est autre chose. On peut également utiliser la différence de moyenne comme mesure de force d'association. Et ça, c'est pour les cas de figure où je fais une comparaison de moyenne entre deux groupes. Comme le cas qu'on avait tout à l'heure, j'ai le score de qualité de vie des hommes, score de qualité de vie des femmes, la moyenne. Et quand je compare cette moyenne-là, c'est la différence de moyenne qui va me donner la force de l'association. Bon, et c'est cohérent. Si la différence de moyenne est très élevée, c'est-à-dire que l'association est plus forte. Si la différence de moyenne est plus faible entre deux groupes, c'est-à-dire que l'association est plus faible dans ce cas-là. Et le dernier indicateur, c'est le coefficient de corrélation qui s'emploie quand on a une association entre deux variables quantitatives. Donc, quand je fais un nuage de points, ce qui va me permettre de mesurer la force d'association dans ce cas, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Voilà, qui peut être positif ou négatif. Bon, ça, c'est d'autres choses que j'explique dans mon livre encore une fois. Et dans les cours qu'on donne sur l'interprétation des résultats, c'est là où on entre dans plus de détails. Comment est-ce qu'on interprète le odds ratio, le risque relatif, l'intervalle de confiance et tout le tralala qui va avec. Et vous avez ici un exemple de tableau que j'ai pris dans l'étude que j'ai présentée tout à l'heure, où on essaie de voir l'association entre l'observance au traitement, ici, et le outcome en termes de décédés ou vivants. Et vous voyez que comme c'est une étude de suivi, mon indicateur, c'est le hazard ratio qui est mentionné là. Et j'ai l'intervalle de confiance qui vient toujours accompagner notre indicateur, que ce soit le odds ratio ou encore le risque relatif ou n'importe quoi, ou même la différence de moyenne. Il nous faut un intervalle de confiance à 95% et puis j'ai la valeur P à la fin qui vient me dire si la différence est significative ou pas. Et vous allez donc voir que dans mon tableau de plan d'analyse, je devrais avoir ici ma variable avec ses modalités de réponse. J'ai mon outcome ici avec ses modalités de réponse aussi. J'ai mon indicateur de la force d'association avec l'intervalle de confiance et j'ai ma valeur P à la fin qui me permet de dire si l'association est significative ou pas. Et c'est ça l'ensemble des éléments que je vais avoir lorsque je suis en train de faire une étude d'association avec ces 4 étapes qu'on a vues là. Clarifier ces variables, les comparer, évaluer la significativité et mesurer la force de l'association. Ce qui nous amène à ce point. Voilà, j'ai mis ça et ça, c'est comme vous voyez là, une capture d'écran carrément que j'ai faite de mon livre Guidisation à la recherche en santé. Et ça, c'est juste quelques tests statistiques. Je ne vais pas entrer en détail ici. Le test statistique, en fait, c'est la méthode mathématique qui nous permet de calculer la valeur P, tout simplement. Donc, c'est la formule mathématique qu'on applique pour calculer la valeur P, qui est la probabilité que la différence observée soit le fait du hasard. Et dans ce tableau, vous avez là, par exemple, quand j'ai 2 variables qualitatives binaires, c'est le qui carré ou le fiche que je vais utiliser. Quand j'ai, par exemple, une variable quantitative ici et une variable qualitative, c'est où là, voilà, quantitative distribution normale et variable qualitative, le test de student que je vais appliquer. Si ce n'est pas normal, c'est le test Udemann-Whitney et ainsi de suite. C'est vraiment les tests qui sont les plus couramment utilisés. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est plus dans les cours d'analyse statistique qu'on explique en détail c'est quoi les tests statistiques qui s'appliquent. Mais pour le plan d'analyse statistique, vous n'avez pas besoin d'indiquer les tests statistiques parce que c'est celui qui fait l'analyse qui choisit le test convenable. Vous devez juste être capable de prévoir dans votre plan d'analyse qu'il faut une valeur P à tel endroit, il faut le odds ratio, l'intervalle de confiance, il faut telle chose pour que l'analyse puisse être faite conformément à cela. On va finir avec la notion de facteur de confusion qui est un élément capital, ça veut dire un élément déterminant et central. Un facteur de confusion, comme c'est mentionné là, c'est une variable ou un facteur qui influence la relation entre 2 autres variables. Et c'est important de prendre en considération lorsqu'on est en train de faire une étude d'association parce que si on ne tient pas compte de ça, on risque de tirer des conclusions qui ne sont pas vraies à 100%. C'est-à-dire qu'ils sont vrais, mais il y a un truc dedans. Ce n'est pas vrai à 100%. C'est pas vrai à 100%. Si on ne tient pas compte de cette notion de facteur de confusion. Et c'est quoi un facteur de confusion? Je vais l'expliquer avec un exemple parce que c'est plus facile à comprendre comme ça. Prenons un cas de figure où je fais une étude où je veux voir la relation entre le chirurgien et la survenue d'une infection post-opératoire. Ou en d'autres termes, je veux savoir quels sont les facteurs qui influencent la survenue d'une infection post-opératoire en chirurgie. Je prends ma première variable. J'ai le chirurgien A et le chirurgien B. Le chirurgien A, par exemple, il a 40% d'infection. Chirurgien B a 20% d'infection. Donc là, il y a association.
tel qu'on a vu dans la partie précédente. Ensuite, je regarde maintenant, quelle est la valeur P pour savoir si c'est significatif ou pas? C'est 0,003. Donc, je peux clairement dire ici qu'il y a une association significative entre le chirurgien A et la survenue des infections post-opératoires. Je prends une autre variable, technique opératoire. Supposons que j'ai la technique 1 et la technique 2. Et je compare également le taux d'infection. Je me rends compte que technique 1, j'ai 75% d'infection. Technique 2, j'ai 15% d'infection. Et ma différence est significative parce que la valeur P est à 0,001. Donc, à cette étape, je peux aussi dire qu'il y a une association significative entre la technique opératoire et la survenue des infections, notamment la technique 1. Maintenant, imaginez que le chirurgien a majoritairement utilisé la technique 1 et le chirurgien B a majoritairement utilisé la technique 2. Quelqu'un pourra vous retorquer que non, le chirurgien 1 n'est pas si mauvais que ça. Même s'il a une association significative avec les infections, moi je crois que c'est à cause de sa technique qu'il a eu plus d'infections. C'est parce qu'il a pris la technique qui génère beaucoup d'infections que finalement il a eu plus d'infections. Quelqu'un d'autre va dire que non, c'est pas vrai. Le chirurgien A là, je le connais, c'est un gars qui lave pas souvent les mains. La technique n'a rien à voir. On peut entrer dans un débat, mais au moins une chose qui est déjà sûre, c'est que on n'est plus certain si c'est vraiment le chirurgien A lui-même de façon intrinsèque qui augmente les chances d'infection, ou alors est-ce que c'est parce qu'il est associé à la technique 1 qu'il a tendance à avoir plus d'infections de site opératoire. Donc vous voyez que si on se limite à dire chirurgien A est mauvais, on risque de passer à côté du fait qu'il y a vraiment des facteurs de confusion qui ont influencé la relation qu'on observe entre le chirurgien et la survenue des infections post-opératoires. Et c'est pourquoi il y a une dernière étape d'analyse qui permet justement de clarifier cette situation. En fait, qui permet d'exclure l'effet des facteurs de confusion, comme ce qu'on a ici. Je prends l'exemple dans un cas qui peut être plus courant ou plus fréquent. Lorsque je fais une étude, par exemple, et je veux voir les facteurs associés à la survie des patients ayant un accident vasculaire cérébral, je peux me rendre compte, par exemple, que le sexe masculin est associé à une mortalité plus élevée que le sexe féminin et la valeur P est significative. Je me rends compte aussi que le tabagisme, les patients qui fument, ont plus de décès de manière significative que les patients qui ne fument pas. Et quelqu'un peut me dire que non, en fait, c'est parce que les hommes ont tendance à fumer plus que les femmes qui décèdent plus. Donc quelqu'un peut supposer que le tabagisme, c'est en fait le facteur de confusion dans la relation entre le sexe et le décès des patients. Et à l'étape de ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a aucun moyen de savoir. Parce que mon test statistique ne tient pas compte de l'influence des hommes. Mon test statistique se base seulement sur les valeurs qu'on a observées. Le odds ratio et l'intervalle de conférence se base sur les valeurs qu'on a observées. Et c'est pourquoi il y a une autre méthode donc qui va entrer en jeu pour pouvoir savoir est-ce que réellement l'association que j'ai observée là, au-delà de ne pas être le fait du hasard, est-ce que ce n'est pas médié par un autre facteur derrière qu'on va appeler le facteur de confusion? Et la première méthode pour savoir, c'est de faire ce qu'on appelle des analyses en sous-groupe. Imaginez maintenant que je décide de dire, OK, comme on ne sait pas si c'est la technique qui a créé ou pas, je vais uniquement prendre les patients qu'on a opérés par la technique 1. Donc, je ne tiens plus compte de la technique 2. J'enlève tous les patients de la technique 2 parce que je veux neutraliser l'effet de la technique. Donc, si on prend maintenant les patients qu'on a opérés par la technique 1 uniquement, et on se rend compte que parmi les patients de la technique 1, le chirurgien A a 40% d'infection et le chirurgien B a 40% d'infection. On pourrait dire que, ah oui, effectivement, le chirurgien A n'était pas si mauvais que ça. Parce que quand le chirurgien B commence aussi à utiliser la technique 1, finalement, il a autant d'infections que le chirurgien A. Donc, on pourra dire ici qu'effectivement, c'est la technique 1 qui était responsable de la différence d'association qu'on a observée ici entre le chirurgien A et le chirurgien B. Mais si par contre, quand on prend la technique 1, on a toujours plus d'infections chez le chirurgien A que le chirurgien B. Ici, on va dire que non, ce n'était pas un problème de technique. Même quand les deux ont la même technique, le chirurgien A continue d'avoir plus d'infections que le chirurgien B. Et donc, cette analyse en sous-groupe va me permettre, par exemple, d'exclure l'effet du facteur de confusion qui est la technique opératoire et de dire clairement, est-ce que le chirurgien est un facteur qui influence de manière indépendante la survenue
des infections post-opératoires. Et c'est ça la notion de facteur de confusion. Pour un cas simple de chirurgien et technique, c'est facile parce que ce n'est que 2 variables. Mais dans une vraie étude, vous aurez 40 variables qui sont potentiellement toutes des facteurs de confusion. Et si vous commencez l'analyse de sous-groupes, vous n'allez pas en terminer. Et c'est pourquoi il y a d'autres méthodes qui sont plus adéquates et plus sophistiquées qu'on appelle l'analyse multivariée qui fait exactement la même chose que ce que je viens de montrer avec l'analyse de sous-groupes, sauf que c'est capable de le faire pour un grand nombre de variables à la fois. Donc, c'est une méthode mathématique qui permet d'évaluer l'effet d'une variable sur un outcome indépendamment des autres facteurs. Et c'est en général une équation. Bon, là, je t'ai mis ça pour illustrer. Ce n'est pas pour que vous reteniez l'équation, parce qu'on n'est pas sur un cours sur l'analyse des données. Mais c'est vraiment une équation sous la forme y égale à ax1 plus bx2 plus cx3, ainsi de suite. Et qui permet en fait de voir l'effet de x1, par exemple, sur y, indépendamment de tous les autres x2, x3 et jusqu'à xn qu'on pourra avoir ici. Et si on veut appliquer notre cas, c'est par exemple une équation sous la forme probabilité de survenue des complications, comme l'infection du site opératoire, égale à A fois le chirurgien A ou B, plus B fois la technique 1 ou 2, plus C fois peut-être l'heure de la chirurgie aussi a influencé la survenue de l'infection, etc. pour avoir tous les facteurs qui influencent la survenue de l'infection du site opératoire. Et avec l'analyse multivariée, donc, on pourra savoir quelles sont les variables qui influencent de manière indépendante le outcome, c'est-à-dire à l'exclusion de tout facteur de confusion qu'on pourrait avoir dans ce cas de figure-là. Et pour l'idée de plan d'analyse statistique, vous avez juste à prévoir dans votre plan d'analyse une partie sur l'analyse multivariée. Mais en général, à l'état du plan d'analyse, vous n'allez pas savoir quelles sont les variables qu'on va utiliser pour l'analyse multivariée, parce que le choix de ces variables-là dépend en général de l'analyse bivariée qu'on a faite avant. Parce que bon, globalement, c'est des variables qui sont associées déjà au outcome qu'on va choisir pour faire l'analyse multivariée après. Et encore une fois, ça, c'est des choses que nous, on explique sur le cours sur l'interprétation des résultats ou encore celui sur l'analyse statistique où on est dans le détail maintenant. Quand on veut choisir des variables, sur quels critères on choisit, il faut que n soit comme ceci, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'élément pour l'interprétation ou l'analyse des données. Mais pour le plan d'analyse, ce qu'il faut, c'est juste prévoir un élément qui porte la partie analyse multivariée. Et vous avez là le tableau avec les types d'analyse multivariée. Ça, c'est surtout pour le volet analyse statistique des données qu'on a.